Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis, en compagnie de M. Guy Dumoulin, président de la Commission consultative d'urbanisme et d'aménagement, présentera les grandes orientations du schéma d'aménagement et de développement de Lévis, ainsi que les mesures de consultation à la population. Pour l'occasion, M. Yves Thériault, chef de service aux aménagements du territoire, est présent et pourra intervenir au besoin. Nous débuterons avec les allocutions d'usage et nous poursuivrons avec les questions concernant le sujet du jour. Nous aurons aussi une période de questions pour les sujets divers. Donc, sans plus tarder, Monsieur le maire, je vous cède de la parole. Eh bien, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné, bien sûr, de M. Guy Dumoulin, qui est notre président de la Commission consultative d'urbanisme et d'aménagement. Je profite de l'occasion pour féliciter M. Dumoulin pour le magnifique travail. Et j'ai une pensée particulière pour toute l'équipe de M. Yves Thériault, donc notre directeur de l'urbanisme. Où est-il, Yves? Excuse-moi, Yves. Yves, notre chef de service en aménagement du territoire. En fait, c'est pratiquement notre directeur de l'urbanisme à la ville. Alors, je voudrais, Yves, que tu transmettes nos plus sincères félicitations à toute l'équipe pour le magnifique travail réalisé et la vision d'avenir qu'on est en train de se donner pour tout le volet qualité de vie de notre schéma d'aménagement, puisqu'on a revu la première mouture touchant notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel. Et là, on va dans la qualité de vie. On va vous donner, vous allez voir, on a essayé de le vulgariser le plus possible, les ingrédients nouveaux qu'on ajoute disons, des ingrédients qui s'adaptent aussi à la volonté affirmée de la population lévisienne. Donc, on s'adapte, au fond, aux attentes de notre population. Donc, la qualité de vie, la mobilité durable, la protection et la mise en valeur des milieux naturels, des paysages et du patrimoine sont au cœur de la nouvelle mouture du schéma d'aménagement et de développement de la ville de Lévis. La révision de ce nouveau projet a été adoptée par le conseil municipal le 25 avril dernier et elle sera soumise à une consultation publique le 31 mai prochain afin d'en bonifier le contenu. En termes de l'air, c'est un projet qui doit être bonifié. Bonifié à la fois par les élus municipaux, et on a donné un échéancier, je pense, Yves, aux élus municipaux, le 1er mai, qui, d'ici le 1er mai, donc on leur a déjà donné le mandat, peuvent déposer des commentaires dont l'équipe de M. Dumoulin va tenir compte, et ces commentaires-là vont être présentés lors des consultations publiques. Donc, je pense qu'on a la meilleure méthode, et en fait, d'en bonifier le contenu. Ce qui fait ma grande fierté aujourd'hui, c'est que les modifications proposées au schéma sont ambitieuses et s'inscrivent résolument dans la volonté de faire de Lévis un milieu de vie toujours plus attractif où il fait bon vivre. Donc, en conformité avec les attentes de la population, notre nouveau projet de schéma vise à bonifier la qualité de vie des milieux, de nos milieux, conservation des milieux naturels, verdissement, mixité sociale, construction durable, à mettre en valeur le milieu agricole par l'agriculture urbaine, à améliorer la mobilité durable et à mettre en valeur le patrimoine, les paysages, les espaces naturels et récréo-touristiques. Au fond, notre schéma est imprégné d'une vision intégrée du développement durable pour créer des milieux de vie de grande qualité, assurer la conservation des milieux naturels et améliorer la mobilité durable. Ma plus grande fierté dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'ajout de toute la nouvelle stratégie concernant la mise en valeur du patrimoine, des paysages et des espaces récréotouristiques. C'est la première fois qu'on va aller aussi loin à ces niveaux-là, notamment dans la protection des paysages, qui est une mouture totalement nouvelle dans notre volonté au niveau du schéma d'aménagement. Alors donc, le projet de schéma d'aménagement au niveau de la qualité de vie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On l'a résumé dans le communiqué, vous allez voir, de façon très succincte, mais je pense que c'est des ingrédients qui parlent. On va déployer une stratégie, donc, pour la conservation des milieux naturels, caractérisation, protection et mise en valeur. Les îlots de chaleur urbains, on veut revoir les normes de stationnement, les concepts d'îlots de verdure, la protection des arbres, revoir les concepts de lotissement, identifier les boisés d'intérêt sur notre territoire pour les protéger, qu'ils soient publics ou privés en passant. Alors donc ça, on a l'intention de le faire et ça va être des choses drôlement intéressantes. Évidemment, là, le schéma est au niveau des grandes orientations, mais c'est sûr qu'on va décliner tout ça au niveau de règlement et de plans d'intervention. Les parcs, les espaces publics,
Déjà, d'ailleurs, je l'annonce, le mandat a été donné par le comité exécutif pour le plan directeur des parcs et espaces verts qui est en cours actuellement. Donc, on veut se remettre à niveau. Quelles sont les attentes des gens par rapport à nos parcs et espaces verts? Qu'est-ce que les gens voudraient voir comme équipement? Comment on devrait aménager nos parcs dans le futur, etc. Alors ça va nous donner des intrants de roulement extraordinaires. La qualité du cadre bâti, la diversité des habitats. Alors donc, privilégier la diversité. L'innovation dans le cadre bâti, l'utilisation des matériaux, les techniques de construction durable et bien sûr la mobilité durable, tenir compte de l'intermodalité dans l'amélioration des ports modales de transport collectif, mise à jour de nos interventions dans le réseau routier, donc indiquer quelles sont les grandes artères qu'on va développer, n'est-ce pas, des choses comme ça, et intervention pour le développement du réseau cyclable. Notre réseau cyclable est rendu drôlement intéressant, on est rendu à peu près à 350 km. Maintenant, comment on voit l'avenir, comment on consolide tout ça, comment on vient sécuriser certaines intersections aussi. Alors ça va être intéressant. Et là, je tombe dans les éléments très nouveaux parce que dans l'autre, on vient bonifier des choses. Et on est fiers d'ajouter notre schéma d'aménagement la mise en valeur du patrimoine qui va inclure la préservation de l'identité lévisienne en mettant en valeur les bénéfices de la conservation du patrimoine pour la collectivité. Donc ça va vouloir dire des actions et des règlements qui seront mis en place pour aller plus loin dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine, la connaissance, la protection et la mise en valeur des éléments patrimoniaux significatifs. Ça veut dire limiter la perte d'éléments patrimoniaux d'intérêt par l'adoption d'un plan directeur. Pour la première fois, on va adopter un plan directeur du patrimoine. On a un excellent inventaire du patrimoine, on a une excellente classification, on est assez avant-gardiste là-dedans. On va passer à l'autre étape maintenant qui va être de limiter les pertes d'éléments patrimoniaux d'intérêt avec un plan directeur du patrimoine. On va commencer à accorder des statuts de protection. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. On va en accorder. La loi nous le permet maintenant. On n'hésitera pas à le faire. Et on va accompagner pour la requalification de bâtiments patrimoniaux. Alors, je vous donne un exemple concret. C'est que souvent, des gens achètent des bâtiments patrimoniaux, les laissent en abandon pendant 25-30 ans et, oups, après 30 ans, ils nous demandent une démolition. Là, la Ville se retrouve coincée avec le fait qu'effectivement, le bâtiment est rendu extrêmement détérioré et c'est difficile de faire quelque chose. Nous allons maintenant agir en amont. Et nous allons mettre tout en œuvre. On va voir les moyens, parce que les moyens viennent dans le plan d'urbanisme. On va mettre en œuvre les moyens pour aller le plus loin possible dans cette nouvelle orientation-là et éviter le fait qu'on requalifie des bâtiments patrimoniaux au lieu de les détruire. Dans le fond, c'est ça notre objectif, qu'on puisse les rénover, les restaurer, peut-être avec une certaine flexibilité, tu sais, pour aider les gens qui, souvent, n'ont pas toujours les moyens, mais au moins, on va mettre le pied dans l'étrier en amont pour la protection de nos bâtiments patrimoniaux. Ça, en passant, je le fais parce que ma plus grande fierté, je le dis aujourd'hui publiquement, ma plus grande fierté, ça aurait été d'en parler à un de mes mentors à Lévis au niveau du patrimoine, qui a été Michel Lessard, qui est décédé maintenant, à qui j'aurais bien aimé lui présenter notre nouvelle mouture. Et je lui aurais même dit, bien Michel, envoie-moi donc tes commentaires, parce qu'aujourd'hui, il est décédé, mais il a fait énormément pour la protection du patrimoine. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'évolution qu'on fait est due en bonne partie à ses actions, donc dans notre ville. Et ça, je tiens à le souligner publiquement. Alors pour moi, c'est extrêmement important. Donc, on ajoute un autre élément qui est à cher aussi à M. Lessard, parce qu'au fond, M. Lessard est un peu mon mentor, qui est la protection des paysages. Ça, c'est un élément totalement nouveau, parce qu'au niveau du patrimoine, on agit quand même de façon extrêmement positive. Mais le paysage, là, on entre dans quelque chose pour nous totalement nouveau qu'on n'a jamais fait. Alors donc, la protection des paysages. Et là, on va procéder à une étude paysagère qui va être réalisée justement par notre direction de l'urbanisme. Et là, on va venir fixer les principes d'analyse, les objectifs et les critères d'intervention pour assurer cet équilibre entre la protection, la mise en valeur et la gestion des paysages. Ça, pour nous, ça va être important. Donc, acquisition de connaissances, parce qu'on part à zéro, ou à peu près, hein, M. Thériault, d'après ce que je vois, ou à peu près à zéro. Alors donc, et la proposition d'une démarche participative. On veut identifier les paysages d'intérêt métropolitain. On veut faire l'observation des paysages sur le réseau routier. Ça veut dire, par exemple,
vous roulez sur la 132, et à un moment donné, quand vous arrivez dans la zone de Lauson, on s'éloigne du fleuve, mais la vue est extraordinaire sur le fleuve, la pointe de l'île d'Orléans. Comment on fait? Alors, je vous donne un exemple concret du défi qui nous attend, et c'est ça qu'on va vouloir aller mesurer. Comment on fait entre la 132 et le fleuve pour protéger ces magnifiques percées sur le fleuve? Alors, pour éviter qu'on arrive soudainement avec une palissade qui viendrait complètement briser l'harmonie du paysage. Alors, je donne cet exemple-là, on pourra en donner d'autres, mais pour vous montrer, là, parce que je veux y aller par du concret, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et c'est le troisième point, enfin, que je viens de décrire. On appelle ça l'identification des bassins visuels du fleuve à protéger. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on veut faire, un peu comme on a fait à la Traverse, où à un moment donné, on avait d'un côté un chapelet de condo, de l'autre côté un autre chapelet de condo, et là, c'est en train de se réunir ensemble. On avait dit à l'époque, non, un instant, on va conserver le quai Paquette, etc. Sinon, tout serait construit aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on aurait pu ces percées visuelles sur le fleuve. Alors là, on va le faire pour l'ensemble du territoire lévissien et on va donc identifier les bassins visuels du fleuve à protéger. C'est un gros défi, hein? C'est un gros défi, mais on va l'attaquer avec notre plan d'urbanisme. Et déjà, il y a une étude paysagère qui va être réalisée. Mise en valeur du milieu agricole. On a une zone agricole qui couvre 70 du territoire lévissien, imaginez-vous. Et là, dans le nouveau schéma, on veut mettre en valeur l'agriculture, on veut la mettre au cœur de la qualité de vie des Lévisiennes et des Lévisiens. C'est pourquoi notre stratégie, là, on veut vraiment... On le fait déjà très bien avec la table agro-urbaine. M. Dumoulin a été représentant à cette table-là. Mme Lavertu est là maintenant. Jardins communautaires et collectifs. C'est incroyable l'engouement pour les jardins communautaires. On en a fait une dizaine dans les 2 derniers mandats. Et honnêtement, là, il y a une liste d'attente dans les jardins communautaires. Alors, c'est sûr qu'on va poursuivre les jardins communautaires et collectifs. Et on voit même des jardins communautaires de plus haut niveau, on les voit même collectifs, donc de plus grande envergure qu'on pourrait développer, et l'identification des diverses formes de l'agriculture urbaine. Alors, je vous donne un exemple d'action concrète qu'on pourrait entreprendre et pour lequel la table agro-urbaine travaille déjà. On a énormément de producteurs maraîchers à Lévis. Et nous, notre objectif, c'est pas de se substituer au marché de Québec, qui est déjà bien organisé. Puis il y a beaucoup de producteurs maraîchers de Lévis qui sont à Québec d'ailleurs et qui vendent leurs produits. Mais nous, on va plutôt être complémentaires, par exemple, en créant une route des saveurs. Là, on n'a pas encore donné de nom, mais on s'est entendu avec la table agro-urbaine, l'UPA, les producteurs maraîchers, on va les rencontrer bientôt. Je vous donne un exemple d'application du schéma, où là, on va créer une route des saveurs. Avec une carte, puis il va y avoir peut-être, on est quoi, il y a une quarantaine minimum de 40 producteurs maraîchers, 35 à 40 producteurs maraîchers à Lévis, imaginez-vous, en plein cœur de la ville. C'est incroyable, là. Alors, imaginez-vous si on crée une route des saveurs, l'effet qu'on pourrait avoir. Non, ils ne sont pas tous maraîchers, mais il y en a, mais quand même, oui, c'est diversifié, là. C'est que dans le sens qu'on a plusieurs types de production. Alors là, ça devient drôlement intéressant. Alors, donc, voilà. Je termine maintenant. Je vais laisser la parole à M. Dumoulin. Mais bref, on est très fiers de cette nouvelle mouture du schéma, avec tous les éléments nouveaux qu'on y ajoute. Et vous savez, je termine là-dessus, le rôle des élus, c'est de s'adapter à la réalité, de s'adapter à la réalité quotidienne. Et je tiens à vous signaler que pendant la campagne électorale, les gens sont de plus en plus sensibles au paysage, à la protection du patrimoine. Les gens sont de plus en plus sensibles également à la protection des arbres. Hein, on l'a senti. C'est la raison pour laquelle on va établir des boisés d'intérêt. On va rendre publique cette carte-là. Et l'autre élément dans les boisés, c'est qu'il faut aussi qu'on ait une vision d'ensemble qui permet aux citoyennes, à nos citoyennes, aux citoyens de faire la distinction entre un développement urbain, le développement d'une rue, où il faut couper quelques arbres, mais les boisés d'intérêt. Il y a une grosse différence entre les deux, et ça, il va falloir le faire. Par exemple, avoir plus d'exigences aussi auprès des promoteurs lorsqu'ils font un développement sur les coupes d'arbres. Ça va en être des éléments nouveaux qu'on va ajouter. Alors, comment on peut être plus sélectif dans les coupes d'arbres? C'est sûr que plus on est densifié, plus c'est difficile de le faire. Mais il y a des zones d'habitation où c'est possible de le faire. Et même, ça peut devenir des facteurs positifs de vente d'un terrain.
Si on conserve des arbres, puis qu'on vend une unifamiliale, je vous donne ça comme exemple, c'est plus facile, bien, la personne qui achète peut dire « Hey, moi, c'est fantastique, cet arbre-là, je vais le garder, cet arbre-là, je vais le garder. » Et là, on crée un momentum pour la conservation des arbres qui est encore plus intéressant. Alors, voilà les éléments nouveaux. On a beaucoup d'éléments nouveaux dans ce schéma d'aménagement. C'est la raison pour laquelle on a décidé de tenir un point de presse pour inciter les gens, les élus aussi, à nous aider à venir le bonifier. On ne dit pas qu'il est parfait, là, mais tu sais, on a donné les grandes orientations. Et si les gens ont des idées nouvelles à apporter, alors ça va être disponible de le faire. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire. M. Dumoulin, à vous la parole. Merci beaucoup. Est-ce que le micro, oui, ça va? Je suis effectivement fier de l'adoption du projet de schéma d'aménagement qu'on a fait la semaine passée avec l'équipe. Il y a eu un beau travail, un projet, un plan qu'on présente à la population. Donc, on espère que la population va être présente pour venir bonifier notre projet. La consultation publique aura lieu le 31 mai en présentiel. J'invite donc la population à y participer en grand nombre. Au terme de ces consultations, nous souhaitons faire en sorte que notre ville se démarque en mettant en évidence la richesse de notre patrimoine, de notre territoire, dans un respect de développement harmonieux, correspondant aux aspirations des Lévisiens et des Lévisiennes. Il y a tout le volet, on parlait de qualité de vie, là. Moi, je suis quand même assez fier de tout ce qu'on parle de code d'art écologique. On vient consolider avec le schéma notre projet de code d'art écologique qui est pratiquement un exemple dans la province là, de ce qu'on a pu conserver, là, et on en rajoute en plus avec notre nouvelle mouture. Donc, la parole est à vous, aux citoyens. Voilà les principaux ingrédients de la nouvelle mouture du volet de qualité de vie de notre schéma d'aménagement et de développement de la ville. La population et les élus municipaux sont invités à le bonifier dans le cadre de consultations publiques en ligne et en présentiel. Parce que la nouveauté de ce qu'on va faire de la consultation publique, c'est de permettre aussi, je parlais du 31 mai comme consultation qui va se faire ici à l'Hôtel de Ville à 18 h en présentiel, mais les gens pourront, à partir du 3 au 30 mai, à l'adresse courriel indiquée sur le site Internet de la Ville, sous l'onglet « Schéma d'aménagement », faire des interventions, déposer des mémoires ou simplement faire des commentaires qu'on prendra en compte et qu'on dévoilera même lors de la séance de la consultation publique officielle du 31 mai. Fait que tous les commentaires des gens qui auront été faits entre le 3 et le 31 mai seront, on en fera la lecture. Donc, voilà. Donc, la prochaine étape, c'est la consultation publique. On espère que qu'on aura de beaux commentaires. C'est un projet qui est toujours à être bonifié. Hein? On est là pour la population. Et c'est vraiment, vu que c'est un volet qualité de vie, je pense que les gens vont être intéressés là, à mettre leurs commentaires. Et on en tiendra compte, effectivement. Merci. Merci beaucoup, M. Dumoulin. Nous allons maintenant passer à la période de questions concernant le schéma d'aménagement et de développement. Pour les journalistes en salle, on vous demande d'utiliser le micro ici. Pour les journalistes à la maison, simplement levez la main. On va vous accorder le droit de parole à tour de rôle. Alors, allons-y avec une première question de Stéphanie Martin, du Journal de Québec. Bonjour. Au sujet de la protection des paysages, je sais que dans les dernières années, il y a eu plusieurs développements sur les crans rocheux qui ont beaucoup affecté les citoyens. Comment vous trouvez ces développements-là? Puis est-ce que ça sera permis avec la nouvelle mouture du schéma que vous voulez adopter? C'est-à-dire qu'avec la nouvelle mouture du schéma, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'assurer la protection des percées visuelles dans les endroits stratégiques sur le territoire. Et ça, c'est clair que, dorénavant, on va intervenir pour assurer cette protection-là. Ce qui veut donc dire que dans la nouvelle mouture, les projets de développement qui vont être déposés vont devoir tenir compte de ça. Ça va pouvoir venir influencer la densité de certains bâtiments, je donne ça comme exemple, et d'autres éléments également. C'est la première fois qu'on fait ça, mais la première étape, c'est on va faire un inventaire. Quels sont
les paysages selon des angles visuels qu'on devrait protéger en fonction de quels critères, parce qu'il faut qu'on ait quand même une certaine équité sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'on ait une présentation qui va tenir la route aussi, tu sais, et une équité entre l'ensemble du territoire. Peut-être, M. Thériault, compléter la réponse, mais honnêtement, on va aller très, très loin. Et là où vous avez raison, c'est que c'est sûr qu'il y a des types de développement qui vont être plus difficiles à faire compte tenu de ce qu'on veut protéger. C'est clair, ça va avoir une influence directe. Vous avez raison. Alors donc, peut-être, M. Thériault, est-ce quelque chose à compléter là-dessus? Peut-être en complément, c'est tout simplement le projet de schéma d'aménagement. Ce qui annonce, c'est justement une prise de conscience, une étude paysagère, comme M. le maire le disait tantôt. Donc, pour connaître puis bien saisir les enjeux et aussi cibler les endroits qui sont plus stratégiques, plus appropriés pour les citoyens et qui nous permettraient d'en tirer profit comme étant en étant attractifs par la mise en valeur de nos paysages. Parce que c'est sûr que ces crans-là sont intéressants pour des promoteurs qui veulent offrir des maisons avec des vues imprenables sur le fleuve, en coupant des arbres aussi. Tous les aspects que vous avez dit vouloir protéger sont affectés par ces développements-là, justement. M. Dumoulin, vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement, présentement, ce qu'on va venir en sachet dans le schéma, c'est qu'on a déjà, je parlais de corridors écologiques. Les corridors écologiques, c'est pas juste les milieux humides ou c'est aussi les milieux rocheux, là, les crans. Et ça fait partie sèche et humide, là, et ça fait partie lorsqu'on va les avoir identifiés, ils sont déjà identifiés, mais là, on va venir, exemple, les crans rocheux, le long de la 132, là, sont protégés. Ils vont être protégés. Il faut faire attention entre une hauteur et un cran rocheux là, qui a une valeur patrimoniale là, dans notre jargon, parce qu'on a de beaux crans rocheux à Lévis qui sont identitaires. Hein? C'est identitaire à Lévis, ça, ces crans rocheux-là. Il faut aller au BIC après ça pour avoir l'équivalent. Donc, ces crans rocheux-là vont être protégés. Ils vont être intégrés à notre schéma et ils vont faire partie de nos corridors. Donc, il n'y aura pas de construction. C'est impossible qu'il y ait de la construction sur ces élévations-là. Ouais. Je vous donne un exemple concret. Dans le secteur de Saint-Romuald, vous savez qu'il se fait beaucoup de développement, là où est la zone de Saint-Romuald. Et là, il y a des grands rocheux. Ces grands rocheux-là permettent d'isoler le secteur résidentiel du secteur commercial. Ils vont être protégés entièrement. On ne protégera pas juste la construction, le dynamitage des crans. Exact, exact. Alors, toute cette zone-là va être dorénavant protégée parce qu'en même temps aussi, ça fait un écran, non seulement visuel pour les citoyens, hein, mais ça leur fait un écran sonore aussi. Alors donc, les deux mixés ensemble, ça devient drôlement intéressant. Alors, il est clair qu'on va créer ce corridor écologique parce qu'on est chanceux, il y a comme une série de caps qui s'avancent, là, qui traverse pratiquement notre ville. C'est ce que Guy disait, on a une particularité. Et cette particularité-là, on va la protéger dorénavant. Donc, autrement dit, légalement, le gouvernement nous oblige seulement qu'à protéger les milieux humides. Mais nous, on va aller plus loin. On va aller dans la protection des caps. Autrement dit, on va sur le sec, pas juste dans l'humide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors donc, ça, c'est bien important. C'est l'aspect nouveau qui devrait être assez important, puis je pense que les citoyens vont l'apprécier hautement. Parce que là où vous avez raison, c'est que oui, il y a de plus en plus de citoyens qui nous interpellent sur ces éléments-là. Et c'est la raison pour laquelle, avec la sensibilisation qu'on a eue des citoyens, on s'est dit, go, on va de l'avant et on évolue. Mais il faut faire attention entre un cran rocheux et une hauteur. C'est pas tous les buts parce que c'est haut qu'il n'y aura pas de développement. Là. Je ne veux pas dire que chaque fois qu'il y a une hauteur, qu'il n'y aura pas de développement, mais je vous parle qu'on a identifié à même nos corridors écologiques, des crans, on en a aussi là, qu'on ne connaît pas, là, parce qu'ils sont entre, admettons, la 20 et la 132. Guillaume Couture, on a des beaux crans rocheux aussi que les gens ne connaissent pas parce que c'est présentement en milieu naturel. Et du côté de Saint-Nicolas, sont-ils considérés aussi, sont-ils protégés du côté de Saint-Nicolas? Là où on est déjà allé pour une conférence de presse avec vous, M. le maire, là, vous voyez, dans le secteur Rock-Point, c'est aussi c'est ça, protégé, mais la suite va être protégée, effectivement, certains secteurs.
Mais il y a le long des rivières, mettons, il y a quelques hauteurs, mais ce n'est pas des grands rochers, c'est vraiment juste des hauteurs, c'est dans ce sens-là. Ah oui, je comprends ce qu'il veut dire. C'est qu'il faut faire une distinction entre les plateaux et les grands rocheux. Ouais, des fois, on peut être sur un plateau. Mais cela étant dit, il faut voir l'ensemble. C'est que nous, dans le fond, mettons qu'on prend comme critère, là, je suis dans la fiction, mais c'est plausible que ça arrive. On peut prendre comme critère la 132 puis dire, là, l'étude va arpenter l'ensemble de la zone en disant, oups, ici, protéger les percées. À Lauson, parce que c'est un secteur que je connais plus, je fais du vélo tous les jours, là, l'été, et on voit la pointe de l'île d'Orléans, etc. Donc là, il faut être extrêmement prudent là, avant d'aller dire on met quelque chose. Parce que si on permet de la construction en hauteur, ça serait facile entre la 132 et le fleuve de le faire. Bien là, on vient de briser totalement le paysage. C'est fini pour le paysage, il n'y en a plus. Alors ça, on veut protéger ça. C'est un gros pas qu'on va établir. Et là, vous avez raison, c'est que ça tient compte aussi de représentation qu'on a eue de la population là-dessus. Vous avez raison. Alors donc, il faut qu'on dise à la population, bien, voici maintenant ce qu'on a l'intention de faire. C'est la raison pour laquelle on incite les citoyens à venir bonifier notre schéma. Tu sais, le schéma donne l'orientation en disant on s'en va vers là. Dans le fond, ce qu'on dit aux citoyens, qu'en pensez-vous? Et ils peuvent l'exprimer aussi, non seulement lors des consultations, parce qu'on s'est aperçu ici, Mme Martin, que malheureusement, le présentiel, c'est en perte de vitesse. C'est fou, là, mais des fois, on fait des consultations, même si on les publicise, on a peut-être 25-30 personnes. Mais quand on le met numérique, oups, ça augmente. 500-600 personnes, 700 personnes. Là, ça va devenir plus intéressant. Donc, on invite les gens à émettre leurs commentaires sur ce schéma-là. C'est pour ça qu'on tenait à en résumer les aspects positifs, les aspects là, sur lesquels on a des enjeux. J'ai d'autres questions, mais je reviendrai peut-être en deuxième tour après mes collègues. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autres questions concernant le sujet annoncé. J'ai pas de main levée, donc on va faire un deuxième tour. Donc, Mme Martin, vous pouvez aller tout de suite avec votre question, puis on va revenir après avec M. Carmichael. Alors, toujours sur le schéma, est-ce que ça change le périmètre d'urbanisation, ce schéma-là? Pas du tout, on n'y touche pas? Non. Puis, pour ce qui est de la protection des milieux agricoles, là, vous me voyez venir avec le troisième lien. Vous dites que vous voulez préserver l'agriculture, les milieux agricoles. Donc, est-ce que vous allez faire en sorte de préserver toutes les terres agricoles dans le secteur où le troisième lien doit aboutir? Définitivement. Parce que nous, dans le fond, au niveau de notre stratégie d'urbanisation, on est dans une période de densification. Alors, cette densification-là, on est dans une phase de densification, je veux dire. Alors, vous avez sûrement constaté, Mme Martin, qu'on monte de plus en plus en hauteur. Et on le fait le long d'artères qu'on revitalise en même temps. Par exemple, des artères commerciaux, qu'on veut requalifier. Guillaume Couture en est le meilleur exemple. Là où on va avoir nos voies réservées aussi pour le transport en commun. Donc, nous, actuellement, à l'horizon de 20-25 ans, je vais vous dire bien franchement, on a rencontré déjà en 2015 l'ensemble des promoteurs et on leur a clairement indiqué notre intention de ne pas empiéter sur le territoire agricole. Ils le savent. Alors, on ne regarde même pas les projets de développement qui sont sur le territoire agricole. Je vous le dis tout de suite, on ne les regarde pas. Donc, ça vous donne une idée. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas certains petits aménagements, mais c'est plus conjoncturel. T'sais. Quand ils ont fait le cadastre, une erreur ou technique qui fait que ce terrain-là, il aurait dû être en zone urbaine. Mais ça, c'est des bouts de terrain, c'est des éléments mineurs. Je ne sais pas, Guy, s'il y avait quelque chose à ajouter. En plus, c'est en dehors de notre périmètre urbain. Parce que le périmètre urbain, il est la zone agricole provinciale. Nous, on vient d'accepter, on vient de finaliser tout le projet, le volet 2, qu'on appelle, de la loi sur la protection du territoire agricole. On vient de zoner, on a zoné notre territoire agricole. Ça, c'est une de mes belles réussites au Conseil, c'est qu'on a zoné et on a des zones dynamiques, on a des zones agroforestières et on a des zones forestières. Dans les zones dynamiques, là, oubliez ça, c'est barré à double tour, là, c'est vraiment là, actif. Et dans les zones agricoles, zones agro-urbaines et agroforestières et forestières, là, on va permettre de l'agriculture à temps partiel. Avec des règles bien établies, par exemple. Ça fait que les gens vont pouvoir s'établir en zone agricole avec des beaux projets agricoles, ce qu'on ne pouvait même pas faire présentement. Là. Mais dans les zones dynamiques, là, on parle de Pintown, on parle de Saint-Jean-Chrysostome, on parle de l'extrême ouest de Saint-Nicolas. Ça, c'est classé zone dynamique.
Ça, c'est barré à double tour. On ne pourra jamais aller jouer dans ces secteurs-là, même si on voudrait. Là. Donc, notre territoire est protégé là, à 100 Et ce volet-là, parce que c'est vrai qu'on a un des plus beaux projets d'agriculture urbaine. Nous autres, on s'est dit, on a 70 du territoire agricole. Bien, essayons étant donné la proximité avec le milieu urbain, essayons de faire en sorte qu'on pourrait développer l'agriculture urbaine. Tu sais, c'est proche, donc c'est facile pour les gens de le faire. On parlait de jardins communautaires collectifs. On pourrait avoir de beaux espaces de jardins collectifs extraordinaires là, à portée de main. Alors donc, c'est des éléments comme ça. Puis, je voulais le dire, tout ça est fait avec la table agro-urbaine, donc sur lequel siège l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. C'est que je vous dis, là, notre projet est même reconnu comme un des beaux projets en agriculture urbaine. Et vous allez voir, on va implanter la route des saveurs bientôt. Là. Alors, on va mettre ça en évidence. Et en ce qui concerne le périmètre urbain, pour revenir à votre question, notre potentiel est toujours aux alentours de 25 000 nouvelles unités d'habitation. Alors, nous, dans le fond, notre stratégie, c'est de dire, maximisons l'utilisation du périmètre actuel et ça va prendre des lunes avant qu'on puisse penser même à vouloir toucher le périmètre urbain. En tout cas, moi, je ne serai plus de ce monde, ça, c'est sûr. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va prendre une question de M. Simon Carmichael du journal Le Soleil. Bonjour, M. Léolier, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien? Oui, bon, je vous amène sur la question du patrimoine. Vous annoncez une offensive un peu là, sur le patrimoine. Est-ce que, selon vous, au cours des 20 dernières années, Lévis en a fait assez pour la protection du patrimoine? Nous, là, au total, je n'ai pas les chiffres exacts, mais au cours des 20 dernières années, dans les bâtiments patrimoniaux à haute valeur, le maximum de bâtiments où on ne peut accorder des permis de démolition, c'est entre 8 et 10. On est dans ces eaux-là à peu près. C'est minime. Pourquoi c'est minime? Parce qu'on était les premiers à se doter d'un comité où vous êtes obligé de passer par un comité de démolition avec des critères extrêmement sévères. Et d'ailleurs, le gouvernement a décidé, nous, on a ça depuis au moins une dizaine d'années, et le gouvernement a décidé maintenant de rendre obligatoire les comités de démolition. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, ces comités-là ont pour effet, évidemment, de limiter les demandes, parce que les gens savent très bien qu'on est assez sévère avant de permettre la démolition d'un bâtiment patrimonial. Donc, c'est assez limité ce qu'on a fait en ces termes-là. Mais l'idée n'est pas là pour nous. L'idée est, ça, quand on réglemente puis qu'on dit on protège les bâtiments patrimoniaux puis on donne des structures pour essayer de les protéger, il faut aller plus loin. Et c'est cette étape-là qu'on veut franchir. Nous, on veut intervenir maintenant en amont. On veut faire en sorte que si quelqu'un, par exemple, achète un bâtiment patrimonial, il va falloir qu'il soit conscient qu'on va ajouter des nouveaux règlements, des nouvelles règles du jeu sur l'entretien de ces bâtiments-là et qu'on va être pas mal plus sévère. Parce qu'un des problèmes avec lesquels on était confrontés, c'est souvent la maison aux dettes en est un exemple. Là. Alors, c'est que les gens arrivent, achètent un bâtiment patrimonial, exploitent, parce que souvent ces bâtiments-là sont sur de grands terrains, exploitent le terrain autour et maintiennent le bâtiment patrimonial artificiellement en vie pendant 25-30 ans, puis après, ils déposent une demande de démolition. Ça, c'est là-dessus qu'on va intervenir. Vous voyez ce que je veux dire? Protéger en amont au niveau du patrimoine. Et ça, c'est des éléments nouveaux qu'on va ajouter, des outils réglementaires qui sont à définir, bien sûr, parce que là, on est dans les orientations. Je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que là, on va avoir une réglementation qui va être beaucoup plus exigeante de ce côté-là. Parce qu'au niveau de l'inventaire patrimonial, on est avant-gardiste là-dessus. On a fait un inventaire qui est remis à jour, d'ailleurs. Hein, je pense que vous y travaillez, M. Thériault, pour la remise à jour des secteurs, mais aussi l'élément qui est important au niveau du patrimoine à souligner, c'est que là, on est rendu à l'étape maintenant où est-ce qu'on se dit, bon, lorsque vous achetez un bâtiment patrimonial, il faut que vous soyez conscient, il faut que vous ayez la passion du patrimoine. Si vous achetez un bâtiment patrimonial pour le démolir ou y construire quelque chose, vous allez vous mettre dans le trouble. C'est ça que je veux dire. Si je veux être plus clair, là, vous allez vous mettre dans le trouble. Parce que là, la Ville va réglementer, on va aller le plus loin qu'on veut. Et vous avez vu, on pourra même accorder des statuts à certains bâtiments.
Alors, ça va aller aussi loin que ça. Alors, à partir du moment où on accorde des statuts, bien là, il faut que les propriétaires prennent conscience qu'ils ne pourront plus faire n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'on souhaite mettre de l'avant et on le fait aussi parce que la population est derrière nous. Alors, c'est un peu ça. Puis bon, vous parlez de ces nouvelles règles du jeu-là. Est-ce qu'ils vont juste s'appliquer aux nouveaux propriétaires ou ils pourraient, par exemple, s'appliquer à des gens qui sont déjà en possession de bâtiments patrimoniaux? Bon. Si on pense, par exemple, aux Séries Mercier ou à l'Hôtel Victoria, qui sont encore debout, qui sont désaffectés, mais donc qui ont besoin d'un peu d'eau. Bon, alors, ça, vous êtes dans le technique. Alors, je vais laisser la parole à M. Thériault, mais sachez une chose, c'est que là, c'est l'orientation qu'on donne, mais moi, en ce qui me concerne, mon objectif, c'est de toucher le plus grand nombre possible. Et si on est capable à mon avis, là, si M. Thériault nous dit légalement c'est possible de le faire, on va le faire. M. Thériault, la réponse? Bien, le schéma d'aménagement ici, il mentionne notamment qu'on va se doter d'un plan directeur du patrimoine. C'est dans ce plan directeur-là qui va venir baliser justement les étapes à franchir, puis les choses plus substantielles à protéger et ainsi de suite. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'annoncer la prise en charge par un plan directeur. Mais est-ce qu'on va pouvoir toucher les bâtiments patrimoniaux existants ou c'est juste les nouveaux propriétaires qui achètent? Non, je pense qu'on touche tous les bâtiments patrimoniaux. Tous les bâtiments patrimoniaux pourront... Est-ce que ça répond à votre question? Donc, tous les bâtiments patrimoniaux, selon les valeurs qu'on va retenir, parce que là, le plan directeur va nous identifier les valeurs. Ils vont nous dire, par exemple, bien, les bâtiments patrimoniaux de tel type de valeur, vous devez appliquer ou on vous propose d'appliquer tel type d'intervention. Les bâtiments de faible valeur, on vous propose tel moyen. On ne peut pas être aussi sévère dans un bâtiment dont la valeur patrimoniale est très faible avec un bâtiment dont la valeur patrimoniale est très forte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que ça va être à déploiement variable en fonction des catégories. C'est pour ça qu'on fait un plan directeur, justement pour être capable de décortiquer tout ça. Mais la bonne nouvelle, M. Thériault vient de le confirmer, c'est que ça va s'appliquer à l'ensemble des bâtiments patrimoniaux d'importance à Lévis. Est-ce que c'est juste de dire que les gens qui possèdent des bâtiments patrimoniaux qui sont en mauvais état pourraient se retrouver dans le trouble prochainement, pour utiliser vos mots, s'ils ne remettaient pas en c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de gens dans les bâtiments patrimoniaux. Pour vous le dire, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je constate avec mes années d'expérience. Il y a des gens qui, effectivement, achètent des bâtiments patrimoniaux pour faire du redéveloppement. Alors, c'est eux qu'on cible. Je vais être franc avec vous, c'est eux qu'on cible. Et il y a d'autres gens qui achètent des bâtiments patrimoniaux, mais c'est des passionnés. Alors donc, eux autres, là, on va vous dire une chose, ces gens-là le savent quand ils achètent un bâtiment patrimonial, les impacts que ça peut avoir. Est-ce que nous aussi, on ne pourra pas bonifier nos programmes d'aide à la restauration patrimoniale? Bien, c'est tous des éléments qui vont aller avec le plan directeur. Comprenez-vous, un plan directeur, ça peut comprendre aussi des propositions d'intervention qui peuvent toucher des formes d'aide financière. Alors, on verra, est-ce qu'elle est avec la société d'habitation, etc. Alors, donc, on ne pourra pas regarder ça, bien sûr. Alors, ça peut aller jusque-là, là. Alors, donc, c'est dans ce sens-là que, donc, notre plan directeur va venir cerner tous ces aspects-là. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Et ça, c'est nouveau. Et au fond, on est très fiers de mettre le pied dans l'étrier. Moi, je vais vous dire, bien franchement, là, de voir des gens qui abandonnent un bâtiment patrimonial, puis après ça, essayer de nous dire, bien, il est plus bon, on va le démolir, puis on va faire un 8 logements là-dessus, là. On va vous dire, ça passe pas à rang. Alors ça, il va falloir être beaucoup plus sévère. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a d'autres questions portant sur d'autres sujets? Non, ça va. Donc, ceci conclut la conférence de presse pour aujourd'hui. Merci infiniment. Merci, aux journalistes qui sont présents en présentiel aujourd'hui. Merci tout le monde d'être ici. Merci à ceux aussi qui sont en virtuel. Et je vous souhaite une excellente, belle fin de semaine. Apparemment qu'il va faire beau, enfin. Alors, donc, on va en profiter, tout le monde. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de M. Thériault. Merci, M. Dumoulin, pour votre magnifique travail. Alors, donc, et je pense qu'on a une belle mouture pour les prochains mois, là. Ça va être intéressant. Merci. Merci beaucoup.